Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a échangé avec les présidents des chambres du Parlement et le Premier ministre. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé la forte ambition onusienne de rétablir la paix dans cette région. Pour ses nombreuses actions à impact visible, la star d'origine congolaise du basketball mondial, Mutombo Dikembe, a été élevé au rang d'ambassadeur aux États-Unis. Il est notamment responsable des écoles et hôpitaux de qualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. En remplacement du secrétaire général de l'ONU lui-même empêché, son adjoint en charge des opérations de maintien de paix a échangé avec les présidents des deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bahati. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement total des Nations Unies à poursuivre les efforts pour soutenir les populations dans l'Est du pays. Dans ce temple de la démocratie qui est le Parlement de la République démocratique du Congo, nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs, nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'Est, d'où je reviens. J'étais accompagné par Son Excellence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours, une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires, très concrète aussi. J'ai évoqué le centre de coordination entre FARDC et MONUSCO qui s'est mis en place, que nous avons visité. Nous avons parlé aussi de la prochaine échéance démocratique, la préparation des élections, les défis et le travail qui sont à faire et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Je crois qu'une mission sera déployée prochainement en République démocratique du Congo pour étudier un peu plus dans le détail la manière dont nous pourrions répondre à ces demandes. Et je sais que parallèlement, évidemment, au Parlement, il y aura des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Et puis, leurs excellences, les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants. Évidemment, la dimension régionale et le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs, qui sera l'objet du sommet de demain, et les défis de long terme que sont la protection de l'environnement, la question des ressources naturelles. Enfin bref, un tour d'horizon très riche, mais qui a montré, je crois, la profondeur de notre coopération et notre détermination commune à continuer le travail, chacun dans nos mandats respectifs. Chez le Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a salué les efforts du gouvernement pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. C'est un échange cordial entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, en présence de quelques membres du gouvernement de la République démocratique du Congo et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Cette visite du numéro 2 de l'ONU s'inscrit non seulement dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est du Congo, mais aussi dans celui du sommet des chefs d'État consacré au mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'ouvre ce jeudi 24 février à Kinshasa. À la presse, le diplomate onusien a salué les efforts du gouvernement congolais et l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Il a souligné que les efforts seront encore fournis par les Nations Unies dans le même sens afin d'atteindre les objectifs de la paix au pays et dans toute la région des Grands Lacs. Je attache beaucoup d'importance à ce renforcement de la coopération régionale au niveau de cette région. Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles il avait souhaité participer personnellement et a demandé de le représenter à ce sommet de demain. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué cette visite du numéro 2 de l'ONU qui, selon lui, tombe à un moment important où il sera procédé à l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette visite qui a commencé par
justement Bunia qui s'est poursuivi jusqu'à Goma, dans cette zone où justement nous combattons l'insécurité et où tout cet effort accru doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations de manière à permettre le développement. Plusieurs experts dans le domaine sécuritaire attendent beaucoup du sommet de Kinshasa en termes d'évaluation de l'accord cadre d'Addis-Abeba dont la RDC est un très bon élève. En marge du 10e sommet justement des chefs d'État et de gouvernement sur l'accord cadre d'Addis-Abeba, comme le disait Fabien Lumbala, 2 chefs d'État, en l'occurrence le président burundais Evariste Ndayishimiye et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, enflaient le sol congolais ce mercredi. À leur descente d'avion à l'aéroport international de Njili, ils ont été accueillis par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. À part ces 2 hôtes de marque, plusieurs autres chefs d'État sont attendus à Kinshasa pour prendre part à ce 10e sommet consacré notamment à l'évaluation des engagements pris par les pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et ses voisins de la région des Grands Lacs. Déjà dans la journée, après avoir échangé avec l'adjoint d'Antonio Guterres, comme on l'a suivi dans cet élément juste avant, il est attendu également les voisins rwandais, ougandais, centrafricains, mozambiquais, angolais, burundais, Congo-Brazzaville, le sud-soudanais, le zambien et le tanzanien pour ce sommet. La division provinciale de la santé ville de Kinshasa organise depuis ce mercredi un atelier d'échange d'expériences entre les parties prenantes en soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le but est de créer une harmonie entre intervenants en vue de mettre fin aux avortements clandestins ou à risque par la promotion du protocole de Maputo. Cet atelier d'échange d'expériences de parties prenantes en soins complets d'avortement centrés sur la femme, organisé par la division provinciale de la santé, ville de Kinshasa, avec l'appui de l'organisation internationale AIPAS, vise notamment à contribuer à l'amélioration de l'environnement normatif et politique habilité pour l'accès aux services de santé de la reproduction de qualité. Cette activité est très importante parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui vont partager leurs différentes expériences pour avoir aussi le feedback du bénéficiaire primaire qui est la population. En RDC, l'avortement non sécurisé fait partie des causes majeures de la mortalité maternelle. Les jeunes, les avocates, le mentor AIPAS, les pharmaciens et les prestataires, dont les sages-femmes, vont aborder les fonds de la question liée à la mise en œuvre du protocole de Maputo. C'est vraiment important de partager l'expérience pour briser un peu la glace chez d'autres qui voient encore que l'avortement sécurisé comme un crime ou bien un assassinat. C'est pour montrer vraiment aux gens que l'avortement reste un besoin. Une femme qui vient pour solliciter un service d'avortement, à laquelle vous refusez d'offrir le service, ira quand même le faire à n'importe quel moment. Mais alors, il faut que ce soit dans nos conditions de protocole de Maputo parce qu'il y a quand même des indications qui sont requises pour l'offre de services de soins complets d'avortement selon le protocole de Maputo. Avant de déclarer ouvert cet atelier, le chef de division provinciale de la santé ville de Kinshasa a reçu de l'organisation internationale AIPAS les normes directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Ces travaux prendront des jours, soit du 22 au 23 février en cours. La faculté de droit de l'université de Kinshasa et la dynamique de la jeunesse féminine pour la promotion des droits de la jeune femme ont organisé une conférence sur la participation des jeunes dans les organes décisionnels. Par cette conférence, ils plaident pour des réformes électorales sur plusieurs points de divergence avant les élections de 2023. Avec la mise en place du gouvernement et des nouveaux animateurs des institutions issues des élections de 2018. La faculté de droit de l'université de Kinshasa et la dynamique de la jeunesse féminine pour la promotion, la protection et la défense des droits de la jeune femme réfléchissent sur les réformes électorales et participation politique des jeunes pour les élections de 2023, ce qui demande plusieurs réformes, insiste le professeur Jean-Louis Essambo. Les jeunes constituent une partie importante de la population qui joue un rôle déterminant dans le processus électoral. D'abord, la majorité des électeurs est constituée des jeunes et donc il faut leur donner information sur le droit de vote parce qu'ils sont au départ électeurs, mais en même temps,
les jeunes peuvent également se présenter comme candidats aux élections et ils ont besoin d'être informés. Pour le doyen de la faculté de droit, les réformes électorales devraient porter sur l'enrôlement des électeurs, les fonctionnements des partis politiques et surtout les financements publics du processus électoral. Par exemple, en ce qui concerne la loi sur l'enrôlement des électeurs, il faut déjà clarifier la question de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Parce que depuis 2004, cette catégorie d'électeurs est toujours privée du droit de vote. En ce qui concerne la loi électorale, on va pouvoir discuter sur l'article 10 en rapport avec les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. L'article 27, qui interdit qu'on puisse attaquer les décisions produites par les cours et tribunaux en ce qui concerne le contentieux des candidatures. Elle doit être revue. Selon la structure de la société civile, la représentation des jeunes dans les instances de prise des décisions est insignifiante, avec les décisions qui sont prises les concernant et les impactent directement. D'où la nécessité de revoir certaines dispositions constitutionnelles et électorales. Le projet de la route Kolwezi-Solwezi a fait l'objet d'une mission de la gouverneure intérimaire du Lualaba à Lusaka. Fifi Masuka a été reçu en audience par le président de la République zambienne, Hakainde Hichilema, qui a salué la démarche du chef de l'État de la RDC qui tient à booster les activités commerciales entre les deux pays frères. Quelques heures après son arrivée à Lusaka, la délégation gouvernementale du Lualaba, conduite par Madame le gouverneur AI, a été reçue par le chef de l'État zambien au palais présidentiel le mardi 22 février 2022, en présence du gouverneur de la province de North-Western. Accompagné des députés provinciaux, des membres de son équipe gouvernementale et des experts de son cabinet, Fifi Masuka Saini a commencé par transmettre les vives et chaleureuses salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue Hakainde Hichilema et à toute la population zambienne. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir venir pour voir son homologue zambien afin de discuter sur plusieurs points. Le plus important, c'est le point de la route Kolwezi-Solwezi. Ici, c'est Lumwana parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette route est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo ainsi que pour la République zambienne. Marie-Thérèse Masuka s'est vue honorée de fouler le sol de la province nord-western de la Zambie avec laquelle le peuple lualabais partage une culture et une histoire séculaire commune. La mission de l'autorité provinciale au pays de Kenneth Kaunda est voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo au vu du caractère socio-économique important de la mise en œuvre du projet Route Kolwezi-Solwezi. Masuka Saini en a profité pour fixer l'opinion que la construction de cette route ne va en aucun cas entraver le trafic sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Sa démarche consiste tout simplement à faciliter la tâche aux nombreuses grandes entreprises minières du Lualaba dont les projections de production ne seront pas être prises en charge par la route Kasumbalesa. Le président Hakainde Hichilema a pris acte de la démarche du président Tshisekedi à travers la délégation Masuka. Le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, séjourne dans la province du Lualaba, justement, dans le cadre d'une séance de travail sur invitation du gouverneur de cette province. Les patrons des affaires foncières RDC va procéder au lancement des réformes initiées dans son secteur depuis 2019. C'est aux environs de 12 heures, heure locale de Kolwezi, que l'appareil transportant le ministre national des Affaires foncières s'est immobilisé sur les tarmacs de l'aéroport national du Lualaba. À sa descente de l'avion, Molendo Sakombi a été accueilli par le ministre provincial des Affaires foncières, Alessandro Ngoi Kawaya, quelques membres du gouvernement provincial, des responsables des divisions provinciales de son secteur, ainsi que le membre de sa famille politique, l'Union pour la Nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe. Devant la presse locale, Molendo Sakombi dévoile des mobiles de sa mission dans cette province cuprifère. Nous allons certainement plancher aussi avec l'autorité provinciale sur les différentes réformes que le gouvernement central a initiées depuis septembre 2019 jusqu'à ce jour. Et le reste, je crois que je réserve la primeur à l'autorité provinciale et après on pourra certainement nous revoir, peut-être pour une conférence de presse, parce qu'il est important que nous puissions porter la voix
du gouvernement central ici dans la province, dans la grande province du Lualaba. Profitant de l'occasion, les patrons des affaires foncières en République démocratique du Congo est allé ensuite présenter ses civilités au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Kapinda, qui assume l'intérim du gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saini, en mission officielle au pays des Akaïndé Ichilema. L'agenda du ministre sectoriel prévoit des séances de travail avec les services de son ministère. L'ONG Jeunes engagés pour le développement durable a procédé ce mercredi à la remise officielle des certificats et lettres de confirmation de bourse à tous les lauréats qui ont participé au concours qu'elle a organisé récemment sur les frais académiques. Ces jeunes lauréats ont reçu des bourses partielles qui vont couvrir les 4 années d'études qu'ils vont passer en Chypre. Ils étaient au départ 80 jeunes à avoir participé à ce concours organisé par l'ONG Jeunes engagés pour le développement durable. Après une correction rigoureuse, le jury ne va retenir que 20 candidats. Ce mercredi, GDD a remis officiellement des symboles de voyage à ces lauréats qui vont poser leurs valises en Chypre du Nord pour le début d'une nouvelle carrière académique. Tu as la lettre de confirmation des bourses de 100%, certificat de bourse et ton billet d'avion. Tressailles de joie, ces lauréats se disent reconnaissants envers l'ONG GDD et promettent de se donner à fond pour se démarquer. Ce qui m'a amené, c'est l'occasion, l'opportunité que GDD nous a donnée. GDD a été un pont pour nous permettre vraiment de réussir et de booster notre avenir, notre futur. J'encourage mes collègues finalistes de cette année qui prennent courage et de bien réussir aux examens d'État, aussi à s'intéresser à l'ONG GDD, car c'est une ONG sûre et c'est par cette ONG que je suis parvenue à obtenir cette bourse d'études. Je bénis le Seigneur parce que c'est aussi bien, c'est déjà une grande opportunité que l'Université internationale de Chypre offre des bourses de 50%, des bourses partielles à 50%, mais c'est aussi une grande grâce que j'ai obtenu cette bourse de 100%. J'ai été intéressé par l'offre de bourse ici à l'ONG JDD et parce qu'ils nous permettent d'avoir des bourses très pratiques, des bourses à 100, 50, 60 et même 75%. Sauf changement des dernières minutes, ces lauréats vont prendre leur avion ce jeudi pour rejoindre l'Université internationale de Chypre où ils vont étudier pendant 4 ans. La zone de santé de Moussinene, dans le territoire de Lubero, dispose désormais d'une ambulance. Il s'agit d'une dotation du gouvernement provincial militaire suite au plaidoyer du vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu. Un véritable ouf de soulagement pour les habitants de ces terres de santé, estimés à plus de 300 000 habitants, car c'est la toute première fois qu'une ambulance est affectée à cette zone de santé depuis 75 ans. C'est un véritable pari gagné pour le député provincial élu du territoire de Lubero et vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu. En effet, grâce à son plaidoyer, la zone de santé de Moussinene, qui regroupe 20 aires de santé et 4 centres de santé de référence pour 304 023 habitants, dispose désormais d'une ambulance, une dotation du gouvernement provincial militaire. Une première dans cette zone depuis 75 ans, reconnaît le médecin-chef des zones de santé de Moussinene, Dr Moussouba Okeu Blaise. Cette ambulance a été remise par la division provinciale de la santé de Butembo sur ordre du gouverneur militaire Constant Ndima, d'où les satisfecits d'Elisabeth Maté, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Moussinene. Pour Jean-Paul Lumbulumbu, qui a mené ses plaidoyers auprès des autorités, cette ambulance va sauver des vies. Cette ambulance que l'on vient de mettre à disposition de la zone de santé de Moussinene va sauver des vies. Et c'est ce qui me réjouit. Elle va sauver des vies. Elle va sauver des malades et elle va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans le secteur. Il faut signaler qu'en 2020, le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu avait demandé au gouverneur Kalinzanzu Kasivita des ambulances pour le territoire de Lubero. L'une avait été remise à la zone de santé de Alimbongo, Masereka et l'autre à la zone de santé de Kaina. Pour le moment,
Les habitants du territoire de Lubero n'attendent que l'installation d'une morgue dans les tout prochains jours. Au Kwilu, la ministre provinciale en charge du genre, Marie-Thérèse Manessa, a procédé au nom du gouverneur Willy Tsundala au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie et drainage. Ces travaux financés par le Fonds d'entretien routier ciblent 2 sites, notamment Bandundu-Ville et la cité d'Idiofa. Malgré les difficultés que traverse l'OVD, Kwilu en termes d'engins dans la réalisation de ces travaux, le directeur provincial de ces services de l'État tient à des bons résultats. C'est au croisement des avenues Louboué et Kwango à Bandundu-Ville que la ministre provinciale en charge du genre, Marie-Thérèse Manessa Selego, dit Sainte-Mère, a procédé au lancement officiel des travaux de voirie et drainage dans la ville de Bandundu. Des sites sont retenus dans le cadre de ce programme de l'année en cours de l'OVD dans la ville de Bandundu et la cité d'Idiofa. Tout en remerciant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, le directeur général de l'OVD et le gouverneur Willy Tsundala Hassan, maître d'école du gouvernement provincial du Kwilu, l'ingénieur Bruno Simba, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, revient sur les travaux qui seront exécutés. Le gouvernement central, à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, et dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2021, a financé l'Office des travaux, l'Office de voirie et drainage de Kwilu d'un montant de $180 000. Marie-Thérèse Manessa, qui a représenté valablement le chef du gouvernement provincial du Kwilu en mission, glisse aussi quelques phrases devant la presse. La réhabilitation des infrastructures qui, à mon avis, c'est un pilier du développement. Sans aménagement des infrastructures, il n'y a pas de développement. Et toute ma gratitude envers lui pour avoir pensé sur toute l'étendue de la République, réhabiliter les infrastructures et d'une manière spécifique à notre province de Kwilu. Oui, cette activité si petite mais très significative a permis aux Kwiloises et Kwilois, plus particulièrement aux Bandundois, d'espérer à la modernité de sa voirie urbaine et surtout que ces travaux seront exécutés sous l'œil vigilant de l'Assemblée provinciale du Kwilu, représentée par son président Serge Makongo Karantima et le bureau technique des contrôles BTC. L'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe a reçu le prix d'ambassadeur mondial de la NBA aux États-Unis. Il a reçu ce titre pour son travail abattu en République démocratique du Congo par la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa et d'une école au village Chibombo au Kasaï oriental. Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, Jean-Jacques Mutombo Dikembe a débuté sa carrière de basketteur au sein du BC Onatra de Kauka, ancien pivot de la NBA. Retraité depuis 2009, il représente aujourd'hui la Ligue américaine de basketball à travers le monde, tout en préservant ses origines et traditions congolaises. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a échangé avec les présidents de 2 chambres du Parlement et le Premier ministre. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé la forte ambition onusienne d'accompagner la RDC pour rétablir la paix dans cette région. Vous l'avez suivi également pour ses nombreuses actions à impact visible. La star d'origine congolaise du basketball mondial, Mutombo Dikembe, a été élevé au rang d'ambassadeur aux États-Unis. Il est notamment responsable des écoles et hôpitaux de qualité dans le pays. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.